il y a 3 choses que je trouvais importantes. La préparation mentale et l'idée de préparation est importante quand on est préparé, étymologiquement, ça veut dire qu'on est prêt à parer. On fait toujours de la visualisation. La question, c'est comment je fais pour bien en faire? On sait que au niveau des neurones, si on fait de la visualisation, si on se projette, on peut continuer finalement à s'entraîner sans pour autant être sur le terrain de basket ou le terrain de tennis ou sur la piste d'athlétisme. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Peace and Flow. Aujourd'hui, j'accueille Dorian Martinez, coach et psychologue du sport, qui a travaillé avec plusieurs athlètes français et internationaux pendant près de 25 ans. Aujourd'hui, avec sa société Devenir Meilleur, il forme des coachs à la préparation neuropsychologique. Parmi tout ce que vous allez découvrir dans cet épisode, comment avoir un rapport positif au stress, la clé de voûte de la préparation mentale, l'exercice à faire dès aujourd'hui pour apprendre à mieux vous connaître. Et pour finir, une anecdote sur un match de foot et une prophétie incroyable qui s'est réalisée juste après qu'il l'ait annoncé. Sur ce, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse apprécier mon entrevue avec Dorian Martinez. Bonjour Dorian, merci d'avoir accepté mon invitation. Salut Elodie, avec grand, grand plaisir, merci. Est-ce que je peux te laisser te présenter pour démarrer s'il te plaît? Oui, alors je m'appelle Dorian Martinez, je suis psychologue du sport depuis 25 ans et voilà, j'aide les sportifs, les coachs à développer leur plein potentiel, en général, dans le milieu sportif, quel que soit le sport, pour, pouvoir exprimer, s'éclater et vivre le sport surtout sans stress, puisque c'est quand même la problématique de la majorité des sportifs, quel que soit leur niveau, qui viennent soit me consulter, soit consulter les personnes que je forme à la préparation mentale. Ok. Est-ce que pour démarrer, tu peux nous raconter un petit peu, toi, c'est quoi ton histoire avec le sport, on va dire en tant que pratiquant, et qu'est-ce qui t'a amené à vouloir travailler dans le milieu du sport en particulier? Alors, moi, en fait, je suis un passionné de sport et j'ai grandi en Ardèche et en Ardèche, il y avait essentiellement, on va dire que du foot. Donc j'ai joué au foot de 4 ans à 13 ans et à 13 ans, j'ai découvert «mon sport» entre guillemets, le tennis. Là, j'ai vraiment eu un coup de foudre et donc j'ai été, tout de suite, accro à ce sport, pour finalement une raison qui m'est très, personnelle. C'est qu'au foot, je pouvais parfois très bien jouer et puis perdre et parfois mal jouer et gagner et au tennis, c'était pas du tout ça. En général, si je jouais bien, je gagnais, si je jouais mal, je perdais, il y avait pas d'excuses. Je trouvais que ça mixait pas mal de points, hyper intéressants. C'est-à-dire qu'on peut être petit, grand, gros, rapide, lent, stratégique, pas stratégique. Tout le monde a sa chance finalement, puisque c'est un sport de combat, j'allais dire, mais il y a un filet entre. C'est-à-dire que c'est vraiment la balle qu'on doit jouer et donc je trouvais que ça mixait beaucoup de choses qui me plaisaient et j'étais tellement passionné, enfin, j'ose à peine le dire, je dormais même avec ma raquette le soir en pensant au tennis et j'ai commencé à vraiment m'intéresser à la préparation physique. Enfin, j'étais inscrit dans un club et cetera et c'est là que j'étais un petit peu trapu. J'ai, découvert la course à pied, les entraînements et cetera et j'avais une telle motivation que je pouvais parfois même me faire vomir en courant tellement je voulais atteindre mes objectifs et donc je suis monté assez vite au classement, parce que j'ai commencé quand même beaucoup plus tard que ceux qui réussissent en général dans le tennis. J'ai pu faire une année de sport-études à Vichy et à Vichy, je me suis fait une double entorse, notamment parce que j'étais en surentraînement et c'est là, en découvrant la psychologie du sport qui était à vraiment à ses débuts, puisque je passais le tronc commun pour, devenir entraîneur de tennis. J'ai découvert la psychologie du sport et là, ça a fait tilt dans mon esprit. J'ai compris que si je n'avais pas réussi, c'est surtout parce que je n'avais pas été accompagné et donc bien accompagné et donc je me suis dit: «Je veux devenir psychologue du sport», à la fois pour aider les sportifs, dans leurs difficultés, mais également pour, les aider à optimiser leurs performances, à être ce qui était quand même, mon objectif, de départ. Donc voilà comment j'en suis venu à, filer tout droit à Montpellier puisque c'était la seule université qui délivrait le titre de psychologue spécialisé dans le sport. Donc voilà comment je suis arrivé là. OK. Est-ce que tu peux développer en quoi consiste, concrètement le métier de psychologue? Enfin, jusqu'où ça s'étend le domaine? Alors déjà, la différence qu'on peut faire, par exemple, avec la préparation mentale, qui n'est pas un titre,
psychologue, c'est un titre reconnu par la loi et donc qui nécessite au minimum d'avoir bac+5. À mon époque, c'était, DUG, licence maîtrise DESS. Maintenant, c'est master 1, master 2. Ça a un petit peu changé, mais au final, c'est la même chose et donc il y a pas de titre de psychologue du sport. En fait, il y a un titre de psychologue. On est psychologue. Moi, ma spécialité, ça a été la psychologie clinique et ensuite la psychologie spécialisée dans le sport et donc l'objectif, si je devais le résumer en une simple phrase, c'est aider le sportif à être bien dans ses baskets pour pouvoir utiliser et exploiter au maximum son potentiel. Pendant très longtemps, on a cru, enfin quand je dis on, pas moi, mais beaucoup de personnes ont cru que la très haute performance était synonyme forcément de mal-être, de choses un petit peu extrêmes, et cetera. Alors oui, la très haute performance, c'est en lien avec une très haute exigence, ça c'est sûr, mais c'est pas forcément en lien avec, du mal-être, de la souffrance, et cetera. Et donc c'est sur ça que nous, en tant que psychologues et puis en tant que préparateurs neuropsychologiques, on va travailler. C'est comment le sportif va pouvoir vraiment mieux se connaître, pour pouvoir vraiment exploiter le maximum de ses capacités, pour se faire plaisir et être performant. OK. Comment tu définirais le bien-être d'un sportif et à contrario, à quel moment on bascule dans le mal-être? Je dirais que c'est, souvent d'ailleurs, c'est en lien avec ce mot-là, le stress, qui est un mot quand même connoté négativement. Je dirais que le sportif qui a une forme de bien-être, notamment en compétition, ça peut être aussi d'ailleurs, évidemment à l'entraînement, mais si on résume, c'est souvent la compétition qui va être un peu le marqueur. Un sportif qui est en bien-être va ressentir le stress, mais il va le voir comme quelque chose de dynamisant. Il va voir que ce stress-là, c'est pas son ennemi, il le prépare à l'action. Il est en train d'accélérer son cœur, il est en train de dynamiser les jambes, et cetera. Alors que le sportif qui est vraiment en mal-être, ce stress, il va le percevoir comme, une vraie souffrance. Les jambes vont être molles, les mains moites, il aura du mal à ça va plutôt le ralentir ou en tout cas diminuer sa performance, son plaisir et souvent il va voir la fin de la compétition comme un soulagement. Alors que, celui qui est bien, il va voir la fin de la compétition comme, bah, finalement une étape et il aura envie d'y revenir parce que, bah, il a entre guillemets, «il a kiffé ce moment-là», même si ça ne veut pas dire que c'était, bisounours, tout facile et cetera, bien sûr. Il y a eu des moments difficiles, peut-être même physiques, même psychologiques, mais il sait que sa vie est pas en jeu. Il sait qu'il est au-dessus de tout ça parce qu'il se connaît et qu'il peut en tirer du plaisir. OK. Ce serait quoi justement les méthodes un petit peu pour, quelqu'un qui a un stress, un petit peu paralysant, qui est enfin, un stress, négatif? Comment est-ce qu'on le fait passer à du bon côté de la barrière? Alors, globalement, on va parler globalement parce que évidemment chaque personne est différente et quand on travaille, on va faire quelque chose de précis. Mais je dirais qu'il y a, pour moi, 2 éléments qui vont concerner tout le monde. Le premier élément, c'est déjà changer son regard sur le stress. Il y a énormément d'études qui ont été faites là-dessus et des fois, il suffit de changer les mots de la personne avec laquelle on travaille. «Ah oui, je suis stressé» et si stressé, tu veux dire quoi? Bah, là, je est-ce que tu es pas, en fait, excité? Ah si, je suis en fait, oui, je suis excité, mais en disant excité, ah ouais, là, je fais référence à une personne avec qui j'ai travaillé. Elle me dit: «Ah ben je ça change mon regard sur le stress». Effectivement, si j'arrive, au lieu de dire: «Je suis stressé», je suis excité, bah, je comprends déjà mieux la chose et quand on creuse un peu, qu'on explique que cette excitation, elle est saine, en fait, c'est le corps qui te prépare déjà à agir et que justement, ça sert à rien de se préparer trop tôt parce que si on est excité, la veille ou 3 jours avant parce qu'on ne fait que penser à sa course, ben là, on va consommer de l'influx nerveux, donc c'est pas bon. Mais par contre, si on est excité juste avant et c'est valable pour un chanteur, avant de rentrer sur scène ou autre, c'est bien. C'est vrai que notre corps, il c'est notre ami, il nous dit: «Oh là, il va se passer quelque chose, c'est important pour toi, donc je te prépare». Ça, c'est le premier point, changer de regard là-dessus et si on peut développer, il y a beaucoup d'études qui ont montré que quand les personnes comprennent que le stress, c'est quelque chose de positif, par exemple avant un entretien d'embauche, on s'aperçoit derrière, on a fait plein d'études là-dessus, que les personnes qui ont changé de regard sur le stress ont de bien meilleurs résultats dès lors qu'il s'agit de faire face à une situation où il faut être performant. Et puis la deuxième chose, je dirais que c'est peut-être la clé de voûte de la préparation mentale, de la psychologie du sport, c'est la respiration.
Souvent, quand on va être stressé, eh bien, c'est notre respiration qui va être gérée de manière automatique et donc on va avoir le souffle court, on va et donc là, il y a plusieurs techniques de respiration, notamment la cohérence cardiaque, où on va pouvoir respirer plus en profondeur. Parfois, une respiration haute que la cohérence cardiaque, respirer par le ventre pour relâcher le diaphragme, et cetera et finalement, remettre son corps dans une énergie qui va être plus apaisée et moins être pris par ce stress automatique, cette respiration saccadée qui fait que, et beh, finalement, on est en train de consommer encore une fois de l'influx, alors que c'est pas le moment. Donc je dirais, voilà, la respiration, c'est vraiment quelque chose à la fois de facile à travailler et d'assez fabuleux parce que la respiration fait partie de tous ces systèmes automatiques qu'on a en nous. On réfléchit pas pour que notre cœur batte. On réfléchit pas pour notre digestion. On réfléchit pas pour, quand on dort et cetera et la respiration en fait partie. On ne réflé Sauf que la respiration, par notre conscience, on peut la réguler. Alors que par notre conscience, à moins d'être un chaman, dernière dan, on peut pas, décider que son cœur batte moins fort ou plus fort. Alors que la respiration, on peut finalement, c'est un des rares éléments sur lequel on peut agir et qui est un élément du système nerveux automatique. Et là, on a une petite clé, donc c'est une clé vraiment précieuse de savoir l'utiliser au bon moment et pour être performant et en tout cas bien dans ses baskets. OK. Tu as parlé de cohérence cardiaque, juste un mot là-dessus, c'est quoi concrètement? C'est ce que tu viens de décrire? C'est le fait de jouer sur la respiration pour justement, que ça se répercute sur le cœur? Alors en fait, la cohérence cardiaque, c'est pas du tout psychologique, c'est physiologique. On s'est aperçu que selon la façon dont on va respirer et donc cette façon, c'est très simple, c'est une inspiration de 5 secondes, une expiration de 5 secondes. Aussi simple que ça. On s'aperçoit que, en fait, notre cœur va se mettre en cohérence. Et en fait, c'est physiologique, c'est par rapport à la longueur de la trachée artère, c'est aussi simple que OK. ça. Et en fait, on a beau y croire ou ne pas y croire, si on se met à Mmh. respirer en 5-5 pendant, allez, 5 minutes, et beh, notre cœur va se mettre en cohérence cardiaque. Parce qu'il faut savoir que notre cœur, alors, contrairement à ce qu'on voit dans le sport souvent, on va nous dire: «Ben, tu as un battement de 60 battements par minute ou 120 et cetera». Oui, ça, c'est une moyenne, mais si on regarde plus précisément, notre cœur, il est très chaotique, en fait. Il va battre, à 45 et puis une seconde après, il bat à 62 et cetera et donc ça fait vraiment une courbe très, chaotique et quand on se met en cohérence cardiaque, le cœur commence à avoir une courbe sinusoïdale beaucoup plus harmonieuse et donc surtout, ce qu'on a constaté, c'est que si on fait des prélèvements sanguins après être en cohérence cardiaque, on s'aperçoit qu'on a moins de cortisol dans le sang, plus d'hormones de la force comme la testostérone et donc on est finalement au point mort émotionnel. C'est-à-dire qu'on va pouvoir passer d'une émotion à une autre beaucoup plus facilement et donc il y a des bénéfices vraiment très, très importants quand on se met en cohérence cardiaque et d'autant que faire 5 minutes de cohérence cardiaque, on a constaté que les bénéfices étaient constatés pendant 4 heures. Donc c'est vraiment un outil très simple. Je pense que dans 10-15 ans, quand ce sera vraiment démocratisé, ça sera comme se laver les dents. Les gens feront de la cohérence cardiaque le matin, un peu à midi, un peu vers 16 heures, 3 fois par jour et ils seront mieux dans leur basket. Pour le moment, ça commence à se connaître, mais c'est vraiment génial parce que c'est simple, c'est gratuit et c'est super efficace. OK, c'est super intéressant. Quand on m'a parlé de toi, on t'a présenté comme étant le spécialiste de la neuropsychologie. Est-ce que tu peux nous définir un petit peu, voilà, quel est ce terme? C'est quoi le neuro en particulier? Ouais. Alors, j'ai créé ce terme PNP comme préparateur neuropsychologique pour une raison, on va dire, qui est en lien avec mon cursus. C'est qu'il y a 3 choses que je trouvais importantes. La préparation mentale et l'idée de préparation est importante. Quand on est préparé, étymologiquement, ça veut dire qu'on est prêt à parer. C'est-à-dire si tu as un examen demain, quel qu'il soit, si tu t'es préparé, un permis de conduire ou le bac ou, peu importe, si tu t'es préparé, tu t'attends à des difficultés, à des pièges, à des choses et donc tu vas être plus efficace, plus confiant. Donc je résume la préparation mentale de manière très, très synthétique évidemment.
tout ce qui est préparation mentale, se préparer est hyper important. Neuro, c'est aussi important parce que la neuroscience a énormément évolué et il y a des éléments aujourd'hui qui montrent que certaines techniques qu'on faisait de manière empirique, bah, sont validées et d'autres pas du tout. Et je pourrais donner quelques détails là-dessus. Donc, c'est la neuroscience et le fait qu'on a un système nerveux qui est finalement pas toujours accessible avec le mental et la psychologie. Et qu'il y a des choses un peu comme la cohérence cardiaque, on va pouvoir toucher notre système nerveux d'autres manières. Et puis psychologique, parce que moi, ça c'est mon credo, c'est ma vision, c'est que je suis persuadé qu'on peut atteindre les plus hautes performances avec de la psychologie, c'est-à-dire avec de la bienveillance et en étant aligné avec, qui on est, où on veut aller, sans pour autant être dans la maltraitance, que ce soit une maltraitance imposée au sportif ou que le sportif va parfois s'imposer lui-même. Et donc c'est la combinaison de ces 3 approches que j'appelle la préparation neuropsychologique. OK. Je fais juste une parenthèse là-dessus. Est-ce qu'il y a des éléments que toi tu as pu observer, d'un point de vue empirique et qui sont pas encore, enfin qui sont vraiment, ouais, on va dire, admises pour toi, mais qui ne le sont pas encore, par la communauté scientifique? Bonne question, j'ai pas trop, réfléchi, mais il y a sûrement effectivement, des éléments et en fait, si tu veux, la question que tu soulèves, elle est hyper intéressante. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, certaines personnes vont vouloir tout comment dire? Tout ramener à la science. Alors, je suis le premier à dire qu'il y a des choses vérifiées par la science qui sont hyper importantes, mais il faut faire attention. C'est pas parce que ce n'est pas encore vérifié par la science qu'il faut tout jeter à la poubelle. Il y a des choses empiriques qui marchent depuis très longtemps, qui fonctionnent. On n'a pas l'explication nécessairement, mais on va pas jeter tout ça à la poubelle parce qu'il y a un courant qui est en train de se mettre en place où tout doit être validé par la science, notamment par des chercheurs qui, eux, ne travaillent parfois qu'en laboratoire. Donc, ce qu'ils vont observer en laboratoire ou dans un système un petit peu artificiel, c'est pas non plus la réalité. Donc, il faut faire attention entre voilà le côté 100% scientifique et de l'autre côté, si on fait que de l'empirisme, c'est pas bon non plus. Donc, l'idée, voilà, c'est d'avoir un regard entre guillemets d'expert et au vu de ce qui se passe sur le terrain, prendre ce qui va être surtout au final favorable, soit pour le groupe sportif, soit pour le sportif. OK. Pour revenir du coup à la neuropsychologie, selon toi, ça s'adresse uniquement à des athlètes élites ou est-ce que ça a des bienfaits pour, athlètes amateurs ou même des personnes qui veulent se mettre au sport et qui sont pas encore, vraiment sportives? Non, c'est vraiment finalement le maître mot, c'est la personne qui recherche à atteindre une performance. Quelqu'un qui se met au sport et qui veut finir ou faire son premier marathon, c'est peut-être tout de suite un peu ambitieux, mais même son premier 10 kilomètres, c'est de la performance, et donc ça s'adresse aussi à ces personnes-là. C'est vraiment ça peut s'adresser à, un chanteur qui a le trac avant de rentrer sur scène. Ça peut s'adresser à un chef d'entreprise, ça peut finalement le maître mot, c'est: «Je cherche à atteindre un objectif, je ne comprends pas pourquoi. J'ai mis en place certaines choses et j'ai quelque chose qui me bloque ou j'ai rien qui me bloque, mais je suis lent, ça va pas assez vite, ça va pas comme je voudrais» et finalement, ça s'adresse à ces personnes-là. OK. Pour quelqu'un du coup qui est pas forcément familier avec ça, par où est-ce qu'on pourrait démarrer? Ce serait quoi un petit peu les 1 étapes à mettre en place? Alors, les premières étapes, c'est vraiment connaître la personne et c'est qu'elle apprenne à connaître déjà son mode de fonctionnement et quelle va être son excellence. Parce que chaque personne a une excellence, mais comme par la définition de l'excellence, c'est qu'on va déjà avoir du succès dans n'importe quel domaine, hein, pas forcément dans le sport, hein, ça peut être dans le sport, mais on va avoir du succès et sur un point très précis et ce point précis, comme on est excellent, comme on force pas et qu'on a des résultats, on s'en rend pas compte et mettre le doigt dessus, c'est vraiment hyper important parce que ça va changer la donne sur sa propre confiance et on va pouvoir tisser des liens avec finalement une identité, celle qu'on veut obtenir. Si par exemple, je veux avoir l'identité d'un marathonien parce que je veux finir mon marathon, mais j'ai peut-être quelques excellences dans la vie de tous les jours sur lesquelles j'ai pas mis le doigt dessus, qui vont me donner de la confiance et qui vont me permettre, par exemple, de mieux m'entraîner.
Et l'exemple que je donne d'une personne qui a suivi notre formation, c'est qu'elle, elle a fait ce parce que c'est un des travaux que je demande aux coachs qui suivent la formation, parce que le premier outil du coach, c'est lui-même. Et s'il se connaît pas bien, s'il connaît pas sa propre excellence, il aura forcément du mal à aider les autres. Et donc on a quelqu'un qui était demandeur d'emploi et donc quand il y a plusieurs exercices, quand il a fait un exercice, il a pointé une excellence qui en plus est une originalité, c'est qu'il a été entraîneur de foot professionnel dans sa vie, avant de devenir joueur de foot professionnel. En règle générale, c'est dans l'autre sens. Et à partir du moment où il a mis le doigt là-dessus, ben, il a compris et on a fait un petit travail là-dessus que c'était hyper important quand il va se présenter, un peu comme tu me l'as demandé tout à l'heure, d'expliquer ça, parce que ça va tout de suite attirer l'oreille des interlocuteurs. Donc il a fait ça non seulement avec ses recruteurs, mais ensuite avec les sportifs qu'il a encadrés. Et donc il a été embauché par l'équipe nationale des Comores de football comme en charge du mental. Il a présenté son histoire aux joueurs qu'il encadrait. Du coup, ils ont eu une oreille hyper attentive parce que c'est extrêmement original. Ensuite, il est devenu le sélectionneur adjoint de cette équipe nationale. Et aujourd'hui, au moment où on parle, il est sélectionneur national de l'équipe nationale des Comores. Tout ça parce que, évidemment, il a énormément de qualités, mais il a su présenter les choses autrement en mettant en avant une des excellences qu'il avait et qui pour lui était normale parce que finalement, bah, c'est sa vie, quoi. Enfin, oui, bah, c'est normal, c'est mon cursus. Sauf que non, c'est pas normal. Et le deuxième exemple que je donne, qui est plus général, c'est par exemple, on a un problème de voiture. Avant d'appeler le garagiste, on va peut-être appeler son meilleur pote ou un pote dans notre entourage qui s'y connaît en voiture. Et lui, il va te dire «Ouais, tout de suite, moi, j'y connais rien, hein. Ouais, là, c'est sûr, bah, là, c'est la bougie, hein. Ouais, c'est simple, beh, je passe tout à l'heure et je te règle». Et finalement, il va passer et il va nous demander 0 € et pourtant, c'est son excellence. C'est-à-dire qu'il a peut-être il s'en rend pas compte parce qu'il est passionné, il a grandi dans les moteurs et cetera et cette excellence, il faut absolument qu'il mette le doigt dessus et qu'il se fasse payer pour la finalement le la rendre accessible aux autres. Donc ça, je dirais, je commencerai vraiment et je commence toujours par ce côté-là. Aider les personnes à mieux se connaître, connaître leur fonctionnement et quels sont leurs points forts. Et il y en a toujours. Il y en a, ils vont dire: «Non, moi j'ai pas de points forts». Si on creuse, il y en a forcément. OK. Pour les personnes qui nous écoutent, est-ce que tu aurais, peut-être un petit exercice ou quelque chose qui peuvent mettre en place, dès maintenant pour essayer justement de trouver quelles sont leurs excellences, faire reprendre conscience de ce que c'est et que ouais, qu'eux-mêmes n'ont pas forcément identifié tellement Alors c'est normal au final? alors je vais le faire en beaucoup plus court parce qu'on a vraiment un exercice très poussé là-dessus. Heu, bon déjà, il y a quelque chose qui peut être fait qui est pas mal et il suffit de taper sur Google Ikigai. C'est japonais, c'est connaître finalement sur certains secteurs sa mission et cetera, ce pourquoi on peut être payé et cetera et au final, c'est 4 cercles qui vont se croiser et au milieu, finalement, on va trouver déjà quelque chose d'intéressant. Mais l'exercice que moi je propose, c'est pas celui-là, c'est de répertorier dans sa vie 3 éléments où on a eu du succès. Ça peut être, je sais pas moi, j'ai réussi à décrocher un avion qu'un enfant avait mis dans un arbre quand j'étais gamin, personne n'y allait, ben moi j'ai trouvé la solution. Et 3 situations qui peuvent finalement pas du tout être connectées les 3 entre elles et ensuite ça va être de les décortiquer. Qu'est-ce qui s'est passé une fois que j'ai atteint ce résultat? Comment je me sentais? Ça veut peut-être je me sentais fier, peut-être je me sentais utile et cetera et c'est décortiquer le processus. Quand, j'ai dû faire face à cette situation, comment je me sentais? Comment je me voyais? Avec quelle identité? Quel processus j'ai mis en place? Et on va s'apercevoir très, très souvent que dans les 3 situations, au final, même si elles étaient complètement différentes, à chaque fois, la personne va mettre le même processus en marche. Et c'est ce processus qui vaut de l'or, en fait. Et ce processus, on peut pas l'inventer. C'est-à-dire que je peux pas arriver moi en disant: «Écoutez, moi j'ai X années d'études, je suis psychologue, je vais te donner la recette miracle». Ça marche pas en fait. Ça rassure la personne d'avoir sa petite technique, mais en fait, ce qui marche, c'est de comprendre quels sont les processus chez la personne qui lui a permis d'atteindre dans sa vie, par exemple, 3 résultats qui l'ont rendu finalement heureux, fier ou qui étaient significatifs pour elle. Encore une fois, ça peut être des résultats entre guillemets «tout simples», pas du tout, comment dire?
C'est pas avoir, décroché un Oscar, c'est pas du tout ça. Ça peut être ça, mais ça peut être des trucs tout simples qui sont au final hyper instructifs pour comprendre son fonctionnement. Donc je dirais aux personnes, trouvez 3 situations dans votre vie où vous avez eu du succès, quel que soit ce succès, ne le jugez pas, hein, et déconstruisez comment ça s'est passé et surtout, comment vous étiez au départ, quel était le processus que vous avez mis en place et au final, essayez de voir quels sont les liens entre ces 3 succès. Voilà, c'est un exercice là en résumé, mais c'est vraiment l'exercice en plus poussé que je propose, qui permet vraiment aux gens d'avoir très souvent une révélation sur finalement comment elle fonctionne. OK, bah, c'est ouais, c'est super intéressant, merci pour le partage. Avec plaisir. Pour en revenir, un petit peu plus, au sport du coup, quelles sont un petit peu les manières enfin, comment est-ce que toi tu adaptes la préparation mentale d'un athlète en fonction de son sport? Parce que j'imagine que l'aspect, psychologique, du tennis par exemple est très différent de la course à pied. Donc comment est-ce qu'on adapte un petit peu tout ça? Alors, il y a des particularités en fonction aussi des sports que je vais connaître. Alors, il y a des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est qu'on va parler le même langage. Si quelqu'un vient pour le tennis, c'est mon sport, donc je connais les particularités. L'inconvénient, ou je vais plutôt dire l'avantage de ne pas connaître un sport, c'est aussi d'avoir un regard, hyper neuf, presque naïf et on va poser parfois des questions qui peuvent être, anodines, presque naïves, mais qui vont avoir finalement, permettre à la personne d'être encore plus en comment dire? D'avoir un regard extérieur encore plus frais, j'allais dire, que quelqu'un qui connaît vraiment son sport. Donc il y a des avantages et des inconvénients et donc du coup, c'est vraiment comprendre tout de suite quand c'est pas le sport qu'on connaît vraiment par cœur, quels sont les enjeux profonds de son sport? Comment ça se passe? Quels sont les entraînements? Quelles sont les problématiques? Quels sont parfois les termes techniques? Ça, c'est vraiment hyper important pour pouvoir aborder finalement, pouvoir aider une personne quand on connaît pas vraiment sa discipline. OK. Du coup, si on adapte un petit peu à la course à pied, est-ce que tu as déjà repéré des patterns un petit peu, spécifiques à ce sport-là? Alors, la course à pied, pas spécifiquement, parce que, bon, moi, beaucoup de sportifs avec lesquels j'ai travaillé ou que je travaille, vont faire de la course à pied, mais pour s'entraîner pour leur sport. Ce qui est quand OK. même différent de quelqu'un qui va, préparer un j'allais dire un marathon, c'est son sport. Il veut finir son marathon, il veut, être qualifié pour les JO et cetera. Donc là, j'ai pas de pattern, j'allais dire, comment dire? Spécifique. En attendant, ce qui est souvent quand même le cas, ça va être la gestion souvent, encore une fois, du stress et de l'influx nerveux avec, parfois des limites qu'on va se fixer et qu'on a souvent retrouvées dans l'athlétisme, c'est-à-dire des limites de temps, de chrono et on s'est aperçu que quand, un chrono allait tomber, par exemple, derrière, il y a énormément de gens qui vont le réaliser dans un laps de temps très court. Comme si une croyance limitante venait de voler en éclats. Là, il y a une dame, j'ai oublié son nom, qui a fini pour la première fois la Barclays aux États-Unis. C'est la première fois qu'une femme termine cette course et je mettrais presque ma main à couper que dans les années qui arrivent très rapidement, il va y en avoir d'autres. Parce qu'il y a une barrière qui est tombée et donc l'idée, ça va être souvent de travailler justement sur, les croyances limitantes, les barrières que les personnes vont se mettre elles-mêmes en fonction souvent de leur vécu et du discours qu'elles ont pu entendre et qui va finalement leur mettre un handicap par rapport à leur objectif. Et donc ça, c'est ce qu'on va retrouver quand même dans beaucoup, beaucoup de sports. OK. Est-ce que c'est une pratique qu'on peut adapter, plus au niveau des blessures? Donc, par exemple, au point de vue de la récupération, est-ce que l'aspect, psychologique peut, influer sur la capacité à récupérer plus vite d'une blessure ou pas? Bah, oui, c'est fondamental. La plupart des grands sportifs sont revenus plus forts après une blessure. Pourquoi? Parce qu'ils ont travaillé sur eux. Ils ont travaillé sur ils ont profité de ce temps qui est quasiment obligatoire, hein. Quand on est blessé, on n'est plus sur les pistes de sport, sauf un peu pour la récup et cetera et donc là, il va y avoir un temps qui va être hyper important. J'allais dire même pour celles et ceux qui n'ont jamais fait de travail sur eux, sur le mental, la psychologie, parfois ça va être l'occasion de comprendre
mieux se comprendre, de reposer les choses et de replanifier finalement de nouveaux objectifs avec une nouvelle vision. En ayant pris du recul sur: «Tiens, je regarde déjà tout ce que j'ai accompli, le point de départ et là où j'en suis», parce que beaucoup de sportifs oublient de faire ça et ça, c'est hyper important. Voir: «Waouh, j'ai quand même fait ça finalement, c'est quand même pas si mal», quel que soit le niveau, hein. On regarde ce qu'on a fait et on va pouvoir, voilà, mettre en place, encore une fois, une stratégie qui va permettre, d'aborder les nouvelles échéances, la rééducation souvent en premier et ensuite, l'entraînement en se projetant et on sait que, en plus, au niveau des neurones, si on fait la visualisation, si on se projette, on peut continuer finalement à s'entraîner sans pour autant être sur le terrain de basket ou le terrain de tennis ou sur la piste d'athlétisme. Et on va renforcer des circuits neuronaux qui sont hyper importants et qui sont quasi, ils sont pas équivalents à l'entraînement, mais pas loin, qui s'en rapprochent. Pour te donner une image, c'est un petit peu comme, les circuits neuronaux, c'est un petit peu comme un champ de blé. Si tu passes à pied dans ce champ de blé une fois, bon, bah, avec le vent, la pluie, le soleil, le champ finalement, il reste comme avant. Mais si tu y repasses régulièrement, ça s'appelle soit l'entraînement, soit la visualisation. Au bout d'un moment, il y a un chemin qui se crée et ce chemin, il devient une vraie route et on aura tendance à la prendre tout le temps, quasiment automatiquement. On n'aura plus à se repérer dans ce champ de blé un peu labyrinthique. Non, on va avoir une route toute tracée, ce qui va permettre de libérer le cerveau pour d'autres choses. Et donc, quand on est blessé, faire de la visualisation, il y a plusieurs techniques, hein, la sophrologie, ça va vraiment aider à récupérer, à la fois sur le plan, encore une fois, des circuits neuronaux, mais aussi du bien-être. Ça va éviter ce stress. Ceux qui ne font rien, en général, ils vont commencer à se stresser. «Ah mais là je vais prendre du poids, mais là je vais perdre du muscle, mais» et il y a comme une petite musique qui se met en route et si on la laisse faire, non seulement elle sert à rien, puisque ça fait pas avancer, mais ça crée un stress et ça crée une angoisse, ça consomme de l'influx nerveux et la reprise sera toujours beaucoup plus compliquée pour ces personnes qui n'ont pas fait ce travail, déjà d'acceptation de la blessure, premier point. Quand on est vraiment blessé, il y a une phase qui est pas évidente, c'est d'accepter qu'il y aura un certain temps et de comprendre que ce temps, on va pouvoir le mettre à profit, en fait, surtout. Que c'est pas un temps perdu. C'est un temps qui va permettre de voir les choses autrement et qui va être hyper bénéfique. OK, c'est intéressant. Et justement, en amont de la blessure, est-ce que on parlait d'empirisme tout à l'heure, est-ce que toi, tu as déjà observé on va dire des types de blessures qui sont liées à tel type de blocage psychologique, par exemple? Alors c'est pas forcément des blocages, parfois ça va être, j'en parlais en introduction, du surentraînement. C'est-à-dire qu'une personne pour se rassurer, va se surentraîner, va pas respecter des temps de repos en croyant bien faire, mais c'est pas professionnel en fait. C'est une illusion et je parlais avec un joueur de rugby professionnel, avec qui j'avais un travail, il me disait: «Mais ce joueur-là, là, à la muscu, putain, c'est le meilleur, il est incroyable et cetera». J'ai dit: «Ah ouais, ouais, et du coup, ça fait combien de saisons qu'il est dans le club?» Il me dit: «Ça fait 7, 8 ans». Et je lui dis: «Bah, du coup, il est titulaire en permanence?» Il me dit: «Non, non, non, malheureusement, il se blesse vraiment chaque année». Donc oui, c'est un boss à la muscu, mais sûrement qu'il fait ça pour se rassurer et inconsciemment, il va se blesser pour finalement avoir une excuse inconsciente de ne pas être sur le terrain. Parce que peut-être qu'il y a quelque chose qu'il a pas travaillé, qui l'inquiète, qui l'angoisse et il fait bonne figure, ça fait bon élève, il a coché la bonne case. J'ai vraiment donné tout ce que j'avais, mais c'est pas ça le très haut niveau. Le très haut niveau, c'est comment je gère mon énergie en fonction des différentes étapes. Savoir se reposer, c'est vraiment une clé, récupérer. Là, c'est plus même plus mon métier, hein, mais c'est en lien, mais quand on fait de la muscu, si on laisse pas les fibres se reposer ne serait-ce qu'un jour pour se refaire, se régénérer, eh bien, on va tout droit vers la blessure et pour certains, c'est comme je disais tout à l'heure, inconsciemment une excuse. Parce qu'ils ont peur de briller, ils ont peur d'aller plus haut et donc effectivement, c'est quelque chose qui se travaille et c'est pas forcément, comme je disais tout à l'heure, nécessairement qu'un blocage, en fait. C'est je veux en faire trop pour me rassurer souvent. OK. Tu parlais de visualisation tout à l'heure pour la récupération post-blessure. Bon, j'imagine que c'est un exercice qu'on peut pratiquer sans être blessé. Est-ce que Oui. c'est quelque chose, toi, que tu recommandes, aux athlètes pour mieux performer? Alors,
d'autant plus que tous les athlètes font en permanence de la visualisation. Pas forcément bien, sans trop le savoir. Tous les entraîneurs font de la visualisation. Quand on demande à un joueur, bah: «Jette ta balle un peu plus derrière», bah, le joueur avant de le faire, il se visualise en train de la jeter un peu plus derrière. Donc on fait toujours de la visualisation. La question, c'est comment je fais pour bien en faire? Et sans rentrer dans quelque chose de technique ou autre, il suffit d'écouter beaucoup de sportifs qui en ont fait naturellement. Il suffit de lire la bio, par exemple, de Pelé, joueur de foot mythique. Il n'y avait pas la préparation mentale, il n'y avait pas la psychologie du sport à l'époque. Et pourtant, il faisait de la visualisation. Naturellement, avant ses matchs, il fermait les yeux, il s'imaginait sur le sable chaud de Copacabana, en train de faire des dribbles, etc., sourire. Et donc, c'était sa technique à lui pour se mettre dans le match. On a des joueurs qui expliquent, et moi, c'est ce que je recommande. C'est pas faire toujours une visualisation que, j'allais dire, bisounours. C'est faire une visualisation en imaginant, surtout dans des sports, parfois de contact ou de combat, ou même ça peut être dans la course à pied, hein. C'est visualiser aussi des difficultés qui vont sûrement se produire, et comment je vais réagir face à ça? Et là, trouver quelque chose de positif. Bon, ben là, je visualise, je sais pas moi, on parle de course à pied, un cross. Bah, là, je me visualise, peut-être, il y aura énormément de boue ce jour-là. Donc déjà, peut-être que je connais rien, je suis pas un expert du cross, mais peut-être je vais prendre d'autres chaussures. Donc je me visualise avec des chaussures avec plus de crampons, et puis je visualise qu'au bout du 7e kilomètre, j'ai un petit coup de barre. Je me visualise déjà avec les mots que je vais me dire à ce moment-là. Ça, c'est de la vraie préparation. C'est-à-dire que là, je vais pas, au moment où ça m'arrive, être surpris et avoir la première pensée qui passe, qui va finalement, comment dire, influencer mon destin, le destin de cette course. Je sais déjà ce que je vais me dire à ce moment-là. Et quand ça va arriver, là, je vais me dire, peu importe, c'est à la personne, encore une fois, de trouver. Je vais me dire, mais tu t'es battu, tu t'es entraîné 3 mois pour ça, c'est maintenant, vas-y, j'ai confiance en toi, etc. Par exemple. Et donc, c'est important d'en faire de manière tranquille. Il y a une expérience qui a été faite avec des basketteurs. On a fait 3 groupes. Un groupe, alors ils avaient tous les 3 un niveau équivalent, et donc sur des lancers francs, en fait. Et donc ils avaient tous à peu près la même moyenne. On a pris un groupe pendant une semaine, on lui a demandé de faire 1 heure et demie de lancers francs par jour. Un autre groupe, on leur a dit pendant une semaine, vous faites rien. Surtout pas de basket, vous partez en vacances, vous faites rien. Et le troisième groupe, on leur a demandé de ne pas faire de basket, mais de se visualiser 20-30 minutes par jour en train de réussir des lancers francs. Au final, on a repassé les tests. Les 2 groupes, le groupe qui a rien fait, rien du tout, a été vraiment mauvais, et entre le groupe qui s'est entraîné et le groupe qui a visualisé, il y avait quasiment les mêmes résultats. Vraiment à 2-3, enfin vraiment significativement, c'était identique. Donc ça veut bien dire que la visualisation, ça fonctionne. Alors l'idéal, c'est évidemment de s'entraîner. Là aussi, il y a eu des études. Si on s'entraîne et qu'on fait de la visualisation, ben, on optimise vraiment ses performances. OK. Justement, adapté à la course à pied, est-ce que tu as d'autres exercices de visualisation qui pourraient vraiment jouer sur la performance intrinsèque, enfin sur la progression intrinsèque de la personne? Parce que ça fait sens pour des sports assez techniques, bah, comme le tennis, le basket, on visualise son coup. Pour la course à pied, j'ai plus de mal à le transposer, donc tu nous disais tout à l'heure, visualiser des conditions de course. Mais est-ce qu'il y a des choses qu'on peut visualiser qui vont vraiment impacter notre progression, à proprement parler? Alors, j'ai pas d'exemple précis de suivi avec quelqu'un en course à pied, mais ça va dépendre vraiment de la problématique. Si ma problématique, c'est le stress du départ, où c'est un coup de pistolet, on est tous sur la même ligne, si c'est ça qui me stresse, pareil, on va travailler plutôt dans ce sens-là. Ça peut être travailler aussi pendant les entraînements, parce que certains, ça va être, bah, moi, j'ai des objectifs, mais j'ai du mal à me lever tôt le matin, ou quand il pleut, bon, bah, j'ai mon excuse un peu toute faite: «Aujourd'hui il pleut, j'y vais pas». Donc ça va être, vraiment en fonction de la personne, et aussi en fonction, prenons l'exemple de quelqu'un qui court déjà, qui a déjà fait des courses, voir où se trouvent ses limites, ses croyances. Et je sais pas moi, il y a le fameux mur, je crois, des 35 kilomètres pour le marathon. Voilà, est-ce que c'est pas une croyance, il y a une part physiologique, mais pourquoi 35 kilomètres pour tout le monde?
Pourquoi pas 34? Pourquoi pas 37? Pourquoi pas rien du tout quoi, en fait? Et voir comment le problème du sportif ou de la sportive, une fois qu'il est bien identifié, c'est là qu'on va pouvoir faire une visualisation, j'allais dire sur mesure. À froid, avant de faire la visualisation, c'est: «OK, d'après toi, quelles sont les stratégies qui te semblent les plus efficaces quand tu rencontres, cette problématique?» OK, bah, maintenant, tu vois, on va pouvoir faire une immersion où cette problématique va arriver et tu vas mettre en face la ressource que tu as trouvée pour toi. Et là, tu mets cette ressource en place et tu visualises que ça fonctionne, que ça ne veut pas dire que ça fonctionne, ça y est, j'ai un troisième souffle, je sprinte tout de suite. Faut que ça reste réaliste. C'est ça qui est intéressant, c'est que ça reste réaliste pour que finalement notre subconscient y croit. À partir du moment où il y croit, ça devient une ressource et c'est là où ça va nous aider quand on va passer en compétition réellement. Notre dialogue intérieur va tout de suite être conditionné à envoyer des signaux hyper positifs, en fait, hyper adaptés surtout. Adaptés, j'aime pas positif, adaptés et constructifs. Ils vont être stimulants et c'est ce discours, si quelqu'un, on parlait du mur du 35e kilomètre qui a plus trop d'énergie, ce qu'il va se dire à ce moment-là va vraiment conditionner la fin de sa course. On voit certaines personnes, c'est que ça va être l'extérieur qui va les aider. Voir, je sais pas, la surprise du grand-père qui est venu, qui est dans le je l'ai vu, boum, ça m'a redonné, ça montre bien que c'est psychologique et donc l'idée, c'est d'arriver à trouver ses ressorts pour soi-même, pour devenir son propre coach, en fait. Ça, c'est vraiment l'idéal parce qu'on ne dépend pas d'un événement extérieur qui va, mais après ça peut être tout simple, ça peut être, je sais qu'en dans certaines courses, on passe sous des, je sais pas comment ça s'appelle, mais comme les lignes d'arrivée là, qui montrent qu'il reste tant de kilomètres ou autre, c'est trouver un repère et dès qu'il y a ce repère, j'ai cet ancrage, on crée un ancrage. Dès qu'il y a ce repère, je sais que ça montre que j'ai franchi une étape et que maintenant, je peux accélérer, j'invente là, hein, sur 100 mètres. Encore une fois, c'est à chacun de trouver sa ressource, ses déclics surtout, et l'ancrage qu'on va pouvoir mettre en place de manière réaliste. Et ça, c'est vraiment, ça change la donne en fait. OK, c'est intéressant. Il y a un autre, trouble qui est assez répandu dans le milieu du sport et en particulier dans les sports d'endurance, c'est, tout ce qui va être, rapport au corps et troubles du comportement alimentaire. Mmh. Est-ce que c'est quelque chose que toi tu abordes et est-ce que la neuropsy peut aider, dans ces choses-là? Alors ça fait écho à ma première partie de carrière puisque j'ai été directeur du numéro vert national écoute dopage. Donc j'avais en charge, pendant 12 ans une équipe de médecins et de psychologues qui répondaient à toutes les questions de dopage en fait, sur les compléments alimentaires, les médicaments et cetera et on avait pas mal de problématiques, diverses et variées et justement là beaucoup en lien avec la course. Par exemple, le la personne qui s'est entraînée depuis presque un an à faire le marathon de Paris et qui va être malade, 3-4 jours avant et qui va prendre un médicament et il s'aperçoit que ce médicament peut, positiver un contrôle antidopage. Donc là, voilà, il y a des problématiques comme ça, qui apparaissaient, qu'on avait donc des personnes au bout du fil avec des problématiques très concrètes. L'arrivée massive des compléments alimentaires dans le monde entier, mais notamment en France et Boissons de l'Effort et cetera. C'est pour ça que ça, je ne l'ai pas dit en introduction, mais, on a créé à Montpellier un label qui s'appelle Sport Protect, qui garantit qu'un complément alimentaire, une boisson de l'effort, bah, ne contient strictement aucune substance dopante. Et donc ça, c'est hyper important par rapport à, bah, la préparation, l'alimentation, pour être sûr de ne pas mettre à mal sa santé et d'être conforme par rapport à l'éthique sportive et son intégrité. Alors après, pour répondre plus précisément à ta question, les troubles alimentaires, ça va être un petit peu en lien souvent avec le surentraînement. C'est-à-dire qu'on va avoir des gens qui vont tomber dans des comportements un peu extrêmes et qui vont coupler ça avec, leur sport. On a même un terme maintenant, c'est la bigorexie, où on va être, j'allais dire addict à son sport et la définition de l'addiction, c'est qu'on n'est plus maître. C'est-à-dire que la chose nous échappe. Certaines personnes vont faire beaucoup de sport, c'est pas pour autant qu'elles sont addictes. Elles y prennent du plaisir. S'il faut arrêter, elles peuvent arrêter. Là, on va avoir des personnes qui vont être, droguées à la course à pied et qui vont avoir parfois, en plus, un comportement alimentaire
complètement inadapté, en mettant en danger, bah, son corps, hein, pour les blessures, mais au-delà de son corps, sa santé, physiologique. Donc effectivement, il faut faire attention. Moi, je suis pas nutritionniste, mais là, il faut se tourner vers des experts et faire attention aussi, parce que ça, c'est mon expérience dans l'antidopage, au, comment dire? Au bruit de vestiaire, j'allais dire. C'est-à-dire que, faut faire attention parce qu'il y a certaines structures ou clubs qui vont avoir une sorte de philosophie ou autre qui va se propager parce qu'il y a quelqu'un d'influent, mais c'est pas pour autant que ça va être adapté à la personne. Donc là, il faut faire attention, que ce soit pour les compléments alimentaires ou la nutrition, à prendre les choses adaptées, et savoir récupérer aussi. Il y a vraiment toute une science là-dessus, sur la récupération. Qu'est-ce que je peux manger? Qu'est-ce que je dois manger? Qu'est-ce que je ne dois pas manger? Pour pouvoir, rester performant et surtout en bonne santé. OK. Après, j'imagine que pour la plupart des gens, c'est pas forcément de la méconnaissance, mais c'est plus, ça va au-delà, ça touche vraiment au psychologique. Est-ce que toi, t'as des, comment dire? Des méthodes, des choses que les gens peuvent mettre en place pour essayer d'avoir un regard un peu plus sain, là, sur cette pratique-là? Bah, j'ai pas vraiment de méthode, mais là, l'idée, c'est d'avoir accès à la connaissance. C'est-à-dire, pas rester sur: «Tiens, il y a eu une pub sur internet sur tel produit ou telle façon de faire». C'est vraiment se renseigner, croiser les infos pour finalement se faire une vue d'ensemble. Peut-être que c'est une super info, mais soit pas adaptée à son niveau, soit pas adaptée à sa morphologie. On le voit, je donne l'exemple dans le tennis sur un autre sujet, mais ou dans le golf, il y a des débutants qui vont acheter, le matos des pros en pensant qu'ils vont mieux jouer, sauf que c'est pas adapté. Ils vont être encore moins bons que s'ils avaient le matériel adapté parce qu'il faut avoir une certaine technique pour pouvoir manier. Bah, c'est comme si, je vais caricaturer, mais c'est comme si on donnait une Formule 1 à quelqu'un qui apprend à conduire. Un jeune conducteur avec une Formule 1, il va droit dans le mur, il ne sera pas performant au final. Donc, il faut vraiment faire attention et croiser les informations pour voir si c'est vraiment adapté et pas hésiter à se tourner vers un professionnel qui est reconnu et qui a déjà eu des résultats dans ce qu'on cherche à atteindre, en fait. OK. Pour parler un petit peu de ton activité professionnelle, donc tu nous as dit que tu as été, toi-même coach et aujourd'hui tu en es venu à former toi-même des coachs à la neuropsychologie. Oui. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qui t'a motivé à emprunter ce chemin-là? Ouais. Bah, en fait, ça faisait déjà une dizaine d'années que même un peu plus, que je faisais des petites formations de type infoproduit sur le mental dans le tennis et puis, pendant le covid, j'ai reçu énormément de demandes, de soit d'amis, soit de connaissances qui étaient coachs et j'ai constaté 2 choses, en fait. Premièrement, c'est que c'est un public qui est souvent sur les terrains de sport et finalement pas tant que ça sur internet et là, ils se sont retrouvés chez eux à plus pouvoir aller sur les terrains de sport et ils se sont connectés. Ils ont dit: «Mais finalement, j'aimerais bien, me poser et réfléchir à des choses où j'ai pas trop eu le temps de travailler», notamment la psychologie, le mental. Comment mieux communiquer à mes sportifs? Certains m'écoutent, d'autres pas du tout. Pourtant, je dis la même phrase et donc là, des questions comme ça. Donc en fait, j'ai commencé à répondre et puis au bout d'un moment, j'ai dit: «Beh, j'ai trop de questions, je vous propose dans 8 jours, on fait un webinaire, en ligne» et j'ai donné un lien et là, j'ai répondu aux questions et à la fin du webinaire, j'ai répondu à toutes les questions, mais il y en avait encore d'autres et là, j'ai dit: «Ce serait peut-être pas mal de faire une formation». Donc, j'ai proposé une formation. Il y avait tout de suite 15 personnes qui ont dit: «Ben, moi, c'est OK pour moi» et donc à partir de là, j'ai créé un organisme de formation qui est devenu certifié Calliope et notre formation, elle est devenue, au bout d'un an et demi, certifiée par France Compétences. C'est-à-dire qu'elle permet à la fin d'avoir un certificat officiellement reconnu par l'État, comme quoi on est en capacité d'optimiser la préparation mentale des sportifs. Donc voilà, ça s'est mis en place progressivement et donc aujourd'hui, on a un organisme, une seule formation avec l'idée de permettre soit aux personnes qui débutent de comprendre tous les process pour finalement, en bout de course, soit devenir préparateur mental ou préparateur neuropsychologique et intervenir pour les autres, soit rester dans sa position de coach et avoir une meilleure approche de la communication, du mental, la psychologie, la gestion des blessures, des traumatismes, etc. Et pourquoi pas faire appel à quelqu'un d'autre si vraiment on en a besoin. OK, c'est intéressant. Comment est-ce que tu aimerais voir évoluer, ce projet-là dans les années à venir?
Bah, là, nous, aujourd'hui, au moment où je te parle, on a 625, personnes formées. Donc on en a, chaque semaine, chaque mois, bah, de nouvelles. Bah, là, l'idée, c'est qu'on va intégrer un nouveau module sur, justement, la gestion du bien-être par rapport à tout ce qui va être maltraitance dans le sport. Dopage, violences sexuelles, enfin, toutes ces choses-là qui sont abordées, mais, de manière transversale dans la formation. Donc on va vraiment rajouter cette spécificité-là. Et puis ensuite, ben, on se pose la question parce qu'on a des demandes à l'étranger de traduire tout ça, dans d'autres langues. Mais aujourd'hui, on a déjà pas mal à faire. On est 5 à travailler, vraiment que sur la formation. Donc on a vraiment déjà pas mal de boulot. On va sortir une application qui s'appelle, l'organisme s'appelle Devenir Meilleur, et là, on lance une appli qui s'appelle Family Devenir Meilleur, qui va être exclusivement réservée et gratuite pour tous les membres de la formation. Où là, ils vont recevoir des demandes d'intervention. Parce que moi, j'en reçois énormément, mais je ne peux pas, évidemment toutes les gérer. Donc je les rebascule aux personnes qui sont certifiées, qui ont réussi à obtenir leur certification. Et donc cette plateforme va aussi servir à chacun et chacune de pouvoir aussi, bah, montrer son expertise, parce que chacun va avoir, comme je disais tout à l'heure, des compétences particulières. Poser aussi des questions. Aujourd'hui, on le fait sur WhatsApp, on a des groupes WhatsApp, et quand on a une personne qui pose une question, style un samedi soir à 2 heures du matin, dans les 10 minutes qui suivent, il y a une quinzaine de personnes qui répondent, qui amènent des éléments. Donc on a vraiment à cœur de renforcer cette communauté pour que justement, bah, la préparation mentale soit encore meilleure et que les gens continuent à progresser finalement par aussi, bah, des interactions entre eux sur des approches, sur des méthodes. Et donc, ça, c'est le projet qui va arriver là dans les jours et les semaines qui arrivent, voilà. OK. Est-ce que tes connaissances en psychologie t'aident à mieux développer ton activité? Très bonne question. En fait, j'allais dire au départ non, et désormais oui. Pourquoi? Parce que moi, quand j'ai fait tout mon cursus en psychologie, jusqu'à être diplômé, se développer, entreprendre, communiquer, faire de la publicité, c'était très mal vu. Non seulement on nous a rien dit dessus, ce qui est une erreur fondamentale, et deuxièmement, c'était même très mal vu. On va quand même pas, se faire connaître, et cetera. Sauf que moi, au bout de quelques années, après avoir arrêté le numéro vert et coup de dopage, je vois des personnes qui ont suivi un petit stage d'une semaine en prépa mentale et y avoir énormément de clients. Je me dis: «Moi, il y a un bug là». Moi, ça fait quand même, j'ai plus de diplômes que ces personnes-là, j'ai plus d'expérience, et ils semblent se développer mieux que moi. Et au lieu de me dire: «Je suis une victime, la fac m'a pas», bah, je suis allé me former en fait. Je suis allé me former auprès de collègues en neurosciences et en neuromarketing, hyper important. Je suis allé me former auprès de publicitaires, renommés, et j'ai fait les liens entre les 2. Parce qu'au final, c'est extrêmement lié, et j'en ai même fait une formation sur le neuromarketing, comment se positionner, comment se vendre quand on déteste en plus se vendre, vendre ses services, ce qui est mon cas. Moi, je déteste vendre, j'ai pas envie de passer pour un marchand de tapis. Et bah, cette formation, bah, on la vendait à l'époque 3 000 €. Je l'ai arrêtée et je l'ai intégrée dans la formation justement de préparateur neuropsychologique, et c'est notamment le dernier module, le module 6. Parce que l'idée, c'est que si on monte en compétences, si on arrive à bien se connaître et se démarquer des autres, j'ai vraiment envie que ces personnes-là, finalement, arrivent à vivre de leur métier et soient pas dans une guerre des prix. Parce que si tout le monde a la même approche avec les techniques qui sont finalement basées sur le prix, bah, pourquoi j'irais chez A ou chez B? Bah, s'il y a rien qui me les distingue, ça va être le prix qui va distinguer. Et donc là, c'est ce qu'on appelle l'océan rouge, c'est-à-dire que tout le monde se bat, c'est la guerre des prix et on tire tout vers le bas, et ça, c'est pas bon. Et donc l'approche que moi j'ai apprise, c'est justement comment je me démarque pour pouvoir faire des offres sur mesure qui sont pas liées à un tarif horaire et qui vont permettre justement de se développer, d'embaucher des gens, ou pas forcément embaucher si je veux faire que coach ou préparateur mental seul, mais finalement petit à petit, presque entre guillemets, choisir mes clients, choisir mes projets, me développer, gagner bien ma vie, pour pouvoir être encore meilleur, continuer à me former, ça c'est hyper important. Et c'est pas en tirant les prix vers le bas, en ayant peur, et cetera, qu'on y réussit. Et c'est le réflexe numéro un de ceux qui débutent en fait. Et donc ça, comme moi je suis passé par là,
j'ai vraiment voulu rendre tout ce que j'ai appris. J'ai quand même investi en 7 8 ans entre 75 000 et 100 000 euros de formation pour développer ça. Parce qu'il y avait un manque, j'allais dire presque inadmissible, que la faculté ne nous apprend pas du tout à combler. Et donc je l'ai comblé par mes propres moyens. Bah, écoute, pour conclure cette interview, j'ai 3 questions rapides à te poser. La première, c'est est-ce qu'il y a un livre que tu recommanderais? Un livre qui t'a particulièrement marqué? Ouais, il y en a plusieurs, mais il y a un livre, assez sympa, qui s'appelle Système 1, Système 2, et qui permet de comprendre les 2 vitesses de la pensée de Daniel Kahneman, qui a été, prix Nobel. Il est psychologue, hein, non pas de psychologie, mais d'économie. Donc aussi, il est intéressant ce livre parce qu'il permet de comprendre des choses pour l'accès à la performance, mais aussi pour, entre guillemets, se développer, entreprendre. Et on comprend que la vente, elle est jamais rationnelle, contrairement à ce qu'on croit, elle est émotionnelle. Et avec ce livre, on a des clés qui sont hyper intéressantes. Ouais, je te rejoins là-dessus, ouais, j'ai beaucoup aimé ce bouquin-là aussi. 2e question, quel est le souvenir que tu aimerais laisser derrière toi? Souvenir que j'aimerais laisser derrière moi, bah, d'être une personne qui a permis le développement, on va dire, de la psychologie du sport, de la préparation neuropsychologique pour que les sportifs les sportifs, mais pas que les sportifs, l'entourage des sportifs comprennent qu'on peut être ultra performant, même le meilleur dans son domaine, tout en se respectant, respectant les autres et respectant son intégrité, son bien-être. C'est pas du tout antinomique et bien au contraire. OK. Et pour terminer, est-ce que tu aurais une petite anecdote de sport à nous raconter? Soit que tu as vécu, soit que tu as observé? Alors, si une anecdote, c'est un excellent souvenir parce que, je suis fan du Barça avec mon fiston et donc bah, la fameuse remontada, donc là, c'est vraiment en tant que spectateur, hein, il reste 5 minutes, il y a encore 3 buts à mettre face au PSG et il y a mon fils qui est à côté, qui il est tout petit, hein, mais il a 10 12 ans, bah, il n'y croit pas et je lui dis: «Il y a un phénomène dans le sport et notamment dans le foot auquel j'ai assisté depuis de nombreuses années, c'est quand il y a un but, il y a 5 minutes de folie en général derrière et soit on en remarque un, soit au contraire on en prend un. C'est très fréquent et donc là et je lui dis: «Regarde, il reste 5 minutes, mais il y aura sûrement 5 minutes d'arrêt de jeu» et je dis: «Si là, dans la minute, ils marquent, dans les 5 minutes, ils vont peut-être marquer, il y a les 5 minutes d'arrêt de jeu et ça fait 3 buts» et à peine je finis ma phrase que quasiment 10 secondes après, il y a ce fameux but. Derrière, et on connaît l'histoire, hein, il remarque et enfin il remarque dans les arrêts de jeu, ce qui fait 6-1 et donc c'était à la fois un moment, à la fois, comment dire? Particulièrement, enfin incroyable parce qu'on est vraiment fan dans la famille, du Barça depuis très longtemps. Donc c'était vraiment incroyable et doublement incroyable parce que j'ai vécu avec mon fiston en direct et puis incroyable parce que ma «prophétie» entre guillemets s'est réalisée, heu, avec quand même de de la chance, j'allais dire, mais voilà, c'est un très bon souvenir que j'ai eu, en famille. Malheureusement, c'est tombé sur le PSG, mais voilà. OK. Bah, sur ce, on arrive, tout doucement à la fin de cet épisode. Je te remercie pour cette interview. Pour, celles et ceux qui veulent en savoir plus sur toi et sur ce que tu fais, ce serait quoi les liens que tu aimerais partager? Alors c'est www.préparation-du-6 mental avec un e.com et donc là, vous retrouvez, ben, la présentation de la formation, il y a les liens vers, ben, mes réseaux sociaux. Je suis pas mal sur LinkedIn et sur Instagram. Voilà les 2 réseaux, principaux. Donc vous trouvez tout ça sur le site internet. OK, je mettrai les liens en description. Bah, c'est gentil. Sur ce, je te souhaite, une bonne fin de journée et beaucoup de réussite pour tes projets. Bah, merci beaucoup Elodie et encore merci pour l'invitation et puis bah, pour tes super questions et ton travail, de podcast, qui fait que progresser et vraiment bravo parce que tu le mérites. Bah, je te remercie.
Merci d'être resté jusqu'au bout de cet épisode. Si vous avez passé un bon moment, le meilleur moyen de nous le faire savoir, c'est de prendre 2 minutes pour vous abonner et laisser une revue 5 étoiles sur Apple Podcast et ou votre plateforme d'écoute préférée. Si vous nous regardez sur YouTube, pensez bien à vous abonner à la chaîne et à laisser un commentaire, ça aide au référencement. Je compte sur vous, c'est important, surtout au démarrage, donc merci beaucoup à tous ceux qui le feront. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode du podcast Peace and Flow.